Monsieur Bardella. Communiste, le respect, laissez-le terminer. En 2024, le respect, vous parlerez un peu de respect, Monsieur Bardella. Le respect. Vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Vous connaissez? Vous êtes communiste, monsieur. Ne me donnez pas des leçons d'économie, s'il vous plaît. Comment vous faites pour contrôler entre la France et l'Italie, pas les aéroports? L'immigration, ça je vous le concède. Ça, je vous le concède. Un peu de respect, monsieur Bardella. Expliquez-nous votre double frontière. Madame, on a bien compris sur la question de l'immigration. Vous n'aviez pas compris ce qui était en train de se passer et les souffrances qui étaient infligées aux Français par votre politique d'immigration, notamment sur nos comptes publics, sur leur sécurité ou sur leur identité. Donc oui, je refoule aux portes de l'Union européenne les bateaux de migrants après les avoir mis en sécurité pour les raccompagner dans leur pays de départ. Oui, je renforce les contrôles aux frontières nationales, madame. L'Allemagne l'a fait. L'Allemagne, en quelques mois, a fait chuter de 40% le nombre d'entrées illégales. L'emblème d'un partenaire européen, le Danemark. Parce que je crois que la question essentielle de ces élections européennes, c'est comment faire en sorte que la France défende demain et après-demain ses intérêts sur la scène européenne. Je fais le constat, comme beaucoup de Français, qu'aujourd'hui, une grande partie du fonctionnement des règles de l'Union européenne sont soit contraires à nos intérêts, soit affaiblissent tout simplement la puissance de nos nations. L'un des grands défis que j'estime être celui de ma génération et de notre pays, c'est le défi de l'immigration. C'est le défi migratoire qui fait peser sur la France et sur l'Europe le risque de l'effacement. Il y a des États, nous avons des partenaires européens à l'image du Danemark, qui dans le cadre européen arrivent précisément à juguler ce phénomène qui menace aujourd'hui nos comptes publics, notre sécurité et notre identité. Par conséquent, le vœu que je formule, c'est celui d'une Europe des nations, d'une Europe des coopérations entre États, qui précisément puisse se fixer comme objectif premier celui de maîtriser nos frontières, de protéger notre identité, de défendre notre art de vivre et notre civilisation. Des États européens le font. Je souhaite que la France, à rebours de ce que fait Emmanuel Macron, puisse également le faire. Et c'est, je crois, ce que souhaite une majorité de Français. Est-ce à dire que vous ne considérez pas la Russie comme une menace pour l'Europe aujourd'hui? Mais cette déclaration n'a pas été tenue par un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, puisque vous mentionniez Thierry Mariani. Elle a été tenue d'abord et avant tout par Emmanuel Macron, qui, lorsqu'il a reçu dès son élection le président Poutine, je le rappelle, quelques années pourtant après l'annexion dite de la Crimée, Emmanuel Macron a fait part à Vladimir Poutine de son intention de rapprocher l'Union européenne à l'égard de la Russie. Y a-t-il eu une naïveté collective des sociétés européennes à l'égard des intentions de Vladimir Poutine? La réponse est oui. Je considère que la Russie est aujourd'hui une menace multidimensionnelle. C'est une menace pour notre sécurité, c'est une menace pour notre souveraineté, et on voit très concrètement que des intérêts français sont aujourd'hui menacés directement par la Russie. C'est vrai lorsqu'en mer Noire, des avions de l'armée de l'air française sont mis en joue, menacés par l'armée de la Fédération de Russie. C'est vrai en Afrique, sur nos zones d'influence historiques, où la progression des milices privées, et notamment des milices Wagner, se fait systématiquement contre les intérêts de la France et contre les intérêts français. Mais c'est aussi vrai directement dans nos territoires d'outre-mer, où face à Mayotte, les Comores qui revendiquent l'intégrité territoriale de Mayotte, la Russie a fait délibérément le choix de soutenir les Comores. Donc la Russie apparaît comme une menace multidimensionnelle, mais qui est aussi une puissance nucléaire. Par conséquent, je crois que nous sommes à l'est de l'Europe, avec ce retour de la guerre à 3 heures de vol de Paris depuis 2 ans, face à une menace que nous devons traiter telle qu'elle, mais en évitant évidemment tout risque d'escalade, avec un soutien affirmé à l'Ukraine, pour permettre à l'Ukraine de tenir le front, d'éviter l'escalade, et parallèlement à ça, de renforcer notre autonomie, parce que c'est de cela qu'il est question, et cette guerre nous rappelle que ce qu'on croyait acquis dans le monde moderne ne l'est pas totalement, et je pense que s'agissant de notre budget de défense, de notre énergie et de notre indépendance, l'Europe et la France doivent s'engager sur une voie très claire, celle de l'autonomie, de l'indépendance et de la souveraineté. Bon, on va y venir.
Valérie, vous avez souvent accusé Jordan Bardella d'ambiguïté là-dessus. Est-ce que vous êtes convaincu? Et est-ce que la Russie, pour vous... Monsieur Pujadas, je vais être modeste. Je ne sais pas si ce soir je réussirai à convaincre Madame Meillet, mais je vais au moins convaincre les Français qui nous regardent que ce sujet est extrêmement sérieux et qu'on ne peut pas se contenter de slogans et d'accusations ad hominem. Le président de la République est le garant de la souveraineté nationale et il est le garant de la concorde entre les Français. Les images qui nous parviennent de Nouvelle-Calédonie sont des images absolument insoutenables. Et moi, je voudrais penser évidemment aux familles des 2 gendarmes qui ont perdu la vie lors de ces affrontements, lors de ces scènes de guerre civile, mais aussi aux Français qui vivent là-bas dans la peur. La priorité des priorités, c'est le retour de l'ordre sur chaque mètre carré du territoire. La visite, évidemment, du chef de l'État dans un territoire français est de bon augure, mais il doit se faire là-bas le porte-parole, et non pas seulement le porte-parole, mais celui qui va agir pour rétablir l'ordre et pour protéger les Français, tous les citoyens français qui sont aujourd'hui menacés par ces scènes de violence. Et je crois que le rôle de l'État, c'est aussi d'être aux côtés des acteurs économiques, des commerçants, des entreprises, qui pour beaucoup ont perdu l'investissement d'une vie, qui ont vu leurs locaux partir en fumée. L'État doit être à leur côté et évidemment garantir à nos entreprises et à nos acteurs économiques la pérennité de leur activité. Marie. Est-ce qu'il faut suspendre cet accord d'association avec Israël? Ça fait un peu plus d'1 heure que nous débattons et j'aimerais vous parler de ceux dont on ne parle pas depuis maintenant plus d'1 heure, ce sont les Français. J'en ai parlé. Et je me mets à la place, Monsieur Pujadas, des Français de confession juive qui, le 7 octobre, ont vécu dans leur chair les atrocités du terrorisme islamiste et les atrocités du Hamas qui ont été commis par des pogroms en Israël. Et je me mets à la place de ces Français de confession juive qui, tous les jours, sentent monter l'insécurité, la violence et l'idéologie islamiste sur notre sol et qui ne comprennent pas comment est-ce que des mouvements politiques comme ceux de Madame Aubry tergiversent sur la question du terrorisme islamiste. Parce qu'au fond, l'enseignement du 7 octobre, c'est quoi? C'est qu'il y a aujourd'hui, dans la vie politique française, une partie des mouvements politiques à gauche et à l'extrême gauche qui refusent d'appeler un chat, qui refusent non seulement de condamner le terrorisme islamiste, allant comme l'a fait Madame Obono ou Madame Hassan à qualifier ces actes d'actes de résistance, mais en plus se font les carburants les plus lourds et les plus puissants de la montée de l'antisémitisme en France. Les thèses que vous développez, Madame, ce sont les thèses du Hamas. Et en refusant c'est de la diffamation ce que vous faites, non, c'est pas de la diffamation, Madame. Quand on explique, Madame, que le Hamas est un mouvement de résistance, comme le font vos parlementaires, non seulement c'est indigne, mais c'est inacceptable. De la même manière que lorsqu'une Cour pénale internationale met sur le même plan un dirigeant d'un État qui riposte à des actes terroristes qui ont été commis sur son propre sol, c'est inacceptable. Par conséquent, moi j'ai une inquiétude, c'est l'importation de ce conflit sur le sol français. Et d'un mot, ce conflit, quand la Cour pénale internationale dit crime de guerre ou crime contre l'humanité, qu'est-ce que vous dites? Répondu. Depuis le début de ce conflit, j'ai toujours une position extrêmement claire. Israël a vécu le 7 octobre à la fois son Bataclan et son 11 septembre. Par conséquent, la réponse de l'État israélien est une réponse légitime, qui doit se faire dans le respect du droit international. Est-ce qu'il est respecté, Monsieur Bardella? La situation humanitaire, comme dans tout conflit armé, est un drame. Mais je n'oublie pas que le Hamas a précipité cette riposte israélienne et que c'est précisément le Hamas que vous refusez à décrire comme une organisation terroriste islamiste, comme beaucoup de cadres aujourd'hui à gauche, d'élus à gauche et à l'extrême gauche, se sert des hôpitaux, des mosquées, des écoles, des bâtiments publics et accessoirement de la population comme de véritables bombes humaines. Je pense qu'il est important sur ce sujet de remettre l'église au centre du village et de précisément protéger, Monsieur Pujadas, notre pays de l'importation de l'idéologie islamiste qui ne veulent plus seulement se séparer aujourd'hui de la société française, mais imposer à l'ensemble de D'abord, ça a été évoqué, une énergie trop chère, qui ne correspond plus aujourd'hui aux besoins de réindustrialisation du pays, des ambitions écologistes surréalistes, irréalistes, inapplicables pour nos chefs d'entreprise, la multiplication des normes,
depuis 5 ans, c'est 950 nouvelles obligations qui s'imposent à nos TPE-PME, à nos ETI et qui font face à une inflation normative qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de nos chefs d'entreprise passent davantage de temps à faire de la paperasse plutôt qu'à être à l'atelier et à travailler. Alors, on nous dit il n'y a plus de croissance. On nous dit on n'a plus d'industrie. On nous dit on n'a plus de géants du numérique. La France a 46% de prélèvements obligatoires. Salaire. C'est-à-dire l'un des taux de prélèvements obligatoires les plus importants des pays développés. On ne sait plus rien faire en Europe, mais on va créer des taxes et on va créer de nouveaux impôts. Et je vais vous dire, en fait, ce projet de doter l'Union européenne de ressources propres, c'est-à-dire de nouveaux impôts qui rentreraient directement dans les caisses de l'Union européenne, il cache en réalité un projet. C'est la disparition de la France. Et merci à Madame Hayé d'avoir esquissé ce sujet. Et vous l'avez déclaré dans un entretien à BFM TV hier matin, pardon pour la publicité de la concurrence, vous avez dit la règle de l'unanimité nous empêche d'avancer. Il faut donc aller à la majorité. La majorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France perdrait demain sur les sujets de fiscalité, mais aussi sur les sujets diplomatiques, sa capacité à dire non. Et ça rejoint ce que je vous disais en introduction de ce débat. La France a perdu son sens de la défense de ses intérêts sur la scène européenne. Vous voulez supprimer le droit de veto, c'est-à-dire la possibilité pour la France de dire non, y compris à un impôt européen. Vous avez changé de sujet. Vous avez changé de mais sujet. non, je ne change pas de sujet. Parce qu'en réalité, si demain on veut faire adopter une fiscalité au niveau européen, alors ça veut donc dire qu'on abdique. Je ne veux pas de cette Union européenne fédérale qui serait capable de prélever de nouveaux impôts, alors que nous avons déjà l'un des taux de prélèvement obligatoires les plus élevés des pays développés. Moi, je défends la paix fiscale. Et si je peux peut-être apporter une idée et une contribution sur les investissements qui sont nécessaires pour l'avenir, c'est celui d'un fonds souverain. La France est l'un des États où l'épargne est le plus important. On n'a pas cette logique de capitalisation à l'américaine, mais je veux dire par là que pour les Français qui le souhaitent, on peut se mettre autour de la table et constituer un véhicule d'investissement de plusieurs milliards d'euros par an qui permettrait aux Français, grâce à leur épargne, non pas de financer des fonds de pension, mais de financer directement l'économie réelle, les centrales nucléaires, les grands projets, les start-up, l'intelligence artificielle, la transition énergétique. Vous voulez abdiquer devant l'Europe fédérale. Moi, je veux bâtir l'Europe du XXIe siècle sur des projets du concret. Ceux qui empêchent les travailleurs, et celle de Jordan Bardella, qui préconise le refoulement systématique des bateaux. Alors je vous propose de commencer, Jordan Bardella, refouler systématiquement les bateaux qui arrivent sur les côtes européennes. Comment vous le faites? Est-ce que c'est un blocus naval? Est-ce que vous mobilisez les navires militaires? D'abord, j'aimerais dire que l'immigration est aujourd'hui pour nos sociétés et en particulier pour le peuple français une menace existentielle. De plus en plus de Français ne reconnaissent plus leur pays et parfois ont le sentiment de devenir des étrangers dans leur propre sol. L'immigration est une inquiétude majeure dont j'ai fait l'une des pierres angulaires de ma campagne. La première mesure que je formule et que nous mettrons en œuvre à la tête de l'État demain, mais nous défendrons cette idée évidemment au Parlement européen, c'est le refoulement systématique des bateaux de migrants qui accostent aujourd'hui sur les côtes européennes. Nous faisons face à une immigration de fait accompli. Aujourd'hui, lorsque vous mettez le pied dans un des États de l'Union européenne, le refoulement dans votre pays d'origine est interdit. Comment faites-vous? Il y a une agence de garde frontière européenne en premier lieu, qui s'appelle Frontex. Frontex est, depuis plusieurs années, dans sa philosophie, non pas une police chargée de raccompagner les bateaux dans leur pays de départ et donc de protéger les frontières européennes, mais d'accueillir, de prendre en charge et ensuite à la charge des dirigeants politiques des États membres de répartir dans les communes, dans les villes et dans les villages français. Madame Hayé et Monsieur Macron ont fait adopter au niveau européen le pacte pour les migrations qui prévoit précisément soit la répartition de migrants dans nos communes, dans nos villes et dans nos villages, soit des sanctions financières. Par conséquent, moi je revendique le droit au refoulement, la mise en sécurité des bateaux et le raccompagnement dans leur pays de départ. J'ai derrière moi, Monsieur Pujadas... La mise en sécurité des bateaux, qu'est-ce que ça veut dire? Si un bateau est surchargé, qu'il est sur le point de couler, comment faites-vous? Je vais y venir. J'ai derrière moi Fabrice Leggeri, qui est un préfet français, qui est l'ancien directeur de l'agence de garde frontière européenne Frontex. Il a été débarqué par la Commission européenne précisément parce qu'il a tenté de renvoyer des bateaux après les avoir mis en sécurité
dans leur pays, dans leur port de départ. Il faut que les Français qui nous regardent ce soir comprennent que pour l'Union européenne, l'immigration, ça n'est pas un problème, c'est un projet. La commissaire aux affaires intérieures de l'Union européenne, qui est, pour que les Français comprennent, la ministre de l'Intérieur au niveau européen, a dit qu'il fallait accueillir 1,5 million de migrants en plus chaque année. Donc, l'immigrationnisme est un projet. Je considère que ça menace aujourd'hui nos modes de vie, notre sécurité, notre civilisation, évidemment nos comptes publics, et qu'il faut sur ce sujet un tournant. Et je souhaite parallèlement restreindre la libre circulation dans l'espace Schengen aux seuls ressortissants européens, parce que Schengen est un projet européen. Le fait d'obtenir un titre de séjour en venant par exemple de Syrie ou de Libye